Monsieur Kéran, on va commencer par une question politique. François Hollande a été élu le 6 mai, le deuxième président socialiste de la Ve République. Vous avez toujours été un soutien de Ségolène Royal. François Hollande, c'est quand même un bon président? J'ai soutenu Ségolène Royal, effectivement, au premier tour de la primaire, mais très vite après, je me suis prononcé pour François Hollande, parce que je pensais qu'il pouvait l'emporter sur l'élection décisive. Bien sûr, gagner les primaires, mais surtout gagner avec les Français. Et il y avait une très forte attente pour le départ de Nicolas Sarkozy, en même temps pour des propositions nouvelles, pour un changement. Je pense que François Hollande répond à l'attente des Français aujourd'hui. Les Français veulent une présidence apaisée, une présidence irréprochable. La principale critique que je ferais à Nicolas Sarkozy, outre les erreurs qu'il a faites sur le plan politique, c'est d'avoir divisé les Français. On connaît maintenant aussi le gouvernement. Vous n'y êtes pas. Vous avez été secrétaire d'État et ministre sous Jospin. Là, vous n'y êtes pas. Pourquoi ? Après, je n'étais pas candidat, mais personne n'est vraiment candidat pour être ministre, parce que je pense que François Hollande voulait donner sa chance à une nouvelle génération. Et on le voit bien, au sein du gouvernement, il n'y a que 5 des ministres sur 34 qui sont d'anciens ministres. Moi, je suis président de région, de la deuxième région de France. François Hollande compte sur les régions. Il va s'appuyer sur les régions pour mener sa politique, pour réformer l'État. Toute tentative de réforme de l'État au sommet est vouée à l'échec si on ne passe pas par une nouvelle étape de la décentralisation, mais principalement de la régionalisation. Donc, il a besoin d'élus qui soient à la tête des régions et sur lesquels il puisse s'appuyer. Bon, c'est le message qu'il m'avait fait passer. Donc, un renouveau, le relais qui est pris par des nouvelles générations et en même temps la place qu'occuperont les régions à l'avenir. Vous êtes encore élu quasiment sans discontinuité depuis 1981, donc ça fait une longue période. Par contre, vous n'êtes pas candidat à votre... donc dans les prochaines élections. À ma réélection, non, je ne suis pas candidat à ma réélection parce que je pense, là encore, moi j'ai été élu depuis 1981, j'ai été battu une fois en 1993 quand il y a eu la vague bleue. Donc j'ai été élu 6 fois à l'Assemblée nationale, dont une fois ministre, pendant 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il faut là aussi savoir passer le relais. Bon, j'ajoute que les tâches de président de région sur une grande région comme la région Rhône-Alpes sont très prenantes. On parle beaucoup du cumul des mandats. Moi, je me l'applique à moi-même. Vous voyez, je n'ai pas eu d'hésitation sur ce plan-là. Et je me réjouis que... j'espère en tout cas que ma suppléante, celle qui me remplacera, Hélène Geoffroy, sera élue dans le cadre de cette circonscription. Je représentais jusqu'à présent la 7e circonscription du Rhône. Alors, sa nomination est passée par une primaire au sein du PS, parce que vos relations ne sont pas faciles avec la maire de Bron, avec Annie Guillemot. Est-ce que ça se peut apaiser ? Elle n'était pas candidate. Il y a eu une autre candidate, effectivement, mais Hélène Geoffroy l'a emporté largement, plus de 70% des voix dans la primaire. Et là, pour l'élection présidentielle, sur la circonscription au deuxième tour, c'est 58% qui se sont prononcés pour François Hollande. Il faut confirmer, rien n'est acquis, rien n'est gagné, il faudra surtout aller voter. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait moins d'électeurs qui se déplacent, disons les jeux sont faits, alors qu'ils ne sont pas faits sur le plan local comme sur le plan national. Et je pense que maintenant tout le monde est dans le bateau pour donner une majorité au président de la République. Vous savez, j'ai été ministre des Relations avec le Parlement, dans une majorité qui était plurielle à l'époque de Lionel Jospin. Et si on veut pouvoir affronter les défis actuels, qui sont vraiment nombreux, si on veut une cohérence politique, on ne peut pas se payer une crise avec des majorités fluctuantes. Donc je pense que les Français auront à cœur de donner cette majorité à François Hollande. Sachant que, comme vous venez de le dire, votre circonscription elle n'est pas facile. Donc c'est une circonscription où le Front National traditionnellement fait des scores très importants. Christophe Boudot, donc le secrétaire départemental du Front National, se présente donc contre Hélène Geoffroy. Il y a aussi le maire de Vaux-en-Velin, pour le Front de gauche, Bernard Genin, qui sera candidat. Est-ce que vous pensez qu'Hélène Geoffroy remportera ? Aucune élection n'est facile, il faut bien se dire. Je pense que le Front National a reculé, ou plus ou moins n'a pas progressé dans la circonscription autant qu'il l'a fait au niveau national, puisqu'il est à 15%.
Pour lui, sur ces territoires de l'Est lyonnais, où il avait l'habitude de faire de bons scores, ce n'est pas un bon résultat comparé au score national. Vous allez vous investir personnellement sur le terrain? Oui, évidemment, sur la circonscription, mais aussi en Rhône-Alpes, parce qu'en Rhône-Alpes, il ne vous a pas échappé que Nicolas Sarkozy était encore majoritaire, avec 52% des voix. Ça dépend des départements. Il y a 3 départements qui ont donné la majorité à François Hollande, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. L'Ardèche, la Loire et l'Isère. 3 départements, les 5 autres ont donné la majorité à Nicolas Sarkozy. Et sur les circonscriptions, nous avons un peu de retard, puisque aujourd'hui, il y a 49 circonscriptions en Rhône-Alpes, il y en a 14 qui sont à gauche, 3 nouvelles circonscriptions qui ont été créées, donc sur 52. Vous voyez qu'il faut faire une progression. Et donc moi, je vais aller accompagner les candidats, notamment les candidats qui essayent de gagner des circonscriptions. Donc j'ai prévu une 20aine de déplacements d'ici le 17 juin. Et dans la première circonscription du Rhône, vous allez plutôt soutenir le candidat soutenu par l'EPS, qui est Philippe Mérieux, qui est l'un de vos vice-présidents à la région, ou le candidat soutenu par les maires PS de Lyon, qui est Thierry Braillard? C'est une circonscription qui a donné une majorité à François Hollande à l'occasion du 2e tour de l'élection présidentielle. Elle est détenue par un député de droite. Je pense qu'il y a une sorte de primaire. Moi, je laisserai aux partis politiques le soin de donner leur choix. Je ne prendrai pas parti parce que ce sont 2 vice-présidents, 2 hommes méritants. D'un côté un radical de gauche, de l'autre un vert. Donc c'est aux partis politiques maintenant d'indiquer leur choix. Très bien. Revenons un peu à la région et aux compétences de la région. On parlait tout à l'heure de l'éducation supérieure. Donc l'université est une compétence que la région partage avec l'État. Alors si on regarde ce qui se passe en Rhône-Alpes, l'université aussi bien de Lyon, donc qui regroupe Lyon et Saint-Étienne, et de Grenoble viennent de sortir d'une terrible désillusion. Ils n'ont pas été retenus dans le cadre des IDEX, des initiatives d'excellence. Il y a quand même 7,7 milliards d'euros qui ont été répartis sur 8 projets. Donc, par 1 centime dépensé en Rhône-Alpes, une déception? Oui, déception parce que nos 2 universités n'ont pas su présenter les dossiers qui remportent l'adhésion des jurys internationaux. Ça veut dire perte financière. On peut l'évaluer globalement pour chacune des universités de l'ordre de 25 à 30 millions par an pendant 7 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas négligeable comme perte. Les universités Rhône-Alpes ont été bien notées au titre des laboratoires, donc ce qu'on appelle les laboratoires d'excellence, c'est-à-dire leur structure même spécialisée. Par contre, les universités ont pêché au niveau de la gouvernance. Moi, j'ai fait la proposition d'une université Rhône-Alpes, parce qu'il faut dépasser ces histoires de clochers, de structures. On parle de pôles régionaux d'enseignement supérieur, mais ça, c'est une affaire immobilière. Le campus de Lyon, le campus de Grenoble, c'est pas la même chose, bien sûr. Mais en même temps, il faut unir les forces au niveau international, même pour les étudiants ici, pour les entreprises, compter. On a 240 000 étudiants. On a donc les universités, avec, n'oublions pas aussi la Savoie, n'oublions pas Saint-Étienne, qui se sentent parfois marginalisés. Je crois qu'il faut aller comme les grandes régions. On parle toujours de la Californie. En Californie, il y a 10 implantations universitaires. Elles sont toutes fédérées ou confédérées sous le nom d'Université de Californie. Il y a par exemple l'UCLA, l'Université de Californie Los Angeles, l'UCSF, l'Université de San Francisco. Ça n'empêche pas les pôles d'excellence comme Berkeley, par exemple. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il faut dépasser cet échec, que c'est un avertissement, cet échec. C'est de dire, on ne peut pas rester balkanisé, on ne peut pas rester éclaté. Il faut aller vers une autre formule qui crée une dynamique, qui permette, en particulier au niveau des 2e cycles, des doctorats, de pouvoir faire converger les enseignements, de faire des projets de recherche ensemble. D'ailleurs, nous allons, au mois de fin novembre, organiser ici en Rhône-Alpes les premières assises nationales des sciences humaines, sociales et de philosophie. Ça a été un partenariat avec le Centre national des lettres, la région Rhône-Alpes, et on affirme la volonté de faire vivre ce qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales, au niveau de la région. Donc vous voyez, pour nous, vraiment, l'objectif, c'est
d'aller à un niveau qui donne plus de chances aux étudiants, plus de visibilité. Bien, un autre sujet qui vous tient beaucoup à cœur, il me semble, c'est le sport. Donc, dans un peu plus de 2 mois, démarreront les Jeux Olympiques de Londres. Vous avez créé en mars, il me semble, la Team Rhône-Alpes. C'est quoi la Team Rhône-Alpes? À quoi ça sert? La Team Rhône-Alpes, elle sert à regrouper les sportifs qui sont de disciplines différentes, souvent de disciplines non professionnelles, pour les accompagner. Alors, la région Rhône-Alpes verse une petite indemnité, une petite prime, pas très élevée, 5 000 € pour la préparation olympique. Donc ce Team Rhône-Alpes, l'initiative vient de Gwendal Pesra, qui est un ancien champion olympique, qui a réussi sa reconversion, qui est ici à la région, vice-président au sport. Et cette initiative est de dire, ceux qui portent les couleurs de Rhône-Alpes, on va les mettre dans une même équipe, dans un même team, pour leur donner l'idée qu'ils représentent la France, mais aussi les couleurs de la région Rhône-Alpes, qui peuvent se connaître, qui peuvent travailler ensemble. Donc nous avons lancé ce Team Rhône-Alpes. Il y a aujourd'hui 90 hommes et femmes, y compris les Paralympiques qui en sont membres. Il y a des grands champions de la région qui ont dit « Nous, on veut bien en faire partie, mais on ne demande pas de prime. On a déjà nos sponsors. » Et j'ai reçu 2 témoignages très, très forts, très sensibles. D'une part de Christophe Lemaître, qui est le grand espoir du sprint, 100 mètres, 200 mètres, je ne sais pas ce qu'il fera face à Usain Bolt. On a baptisé un stade récemment au Oyonnax à son nom, quand même à 21 ans d'avoir un stade à son nom, c'est quelque chose d'assez formidable. Donc Christophe Lemaître dit, moi je suis tout à fait Rhône-Alpes, sa famille est originaire de Culose, il est licencié à Aix-les-Bains, je suis tout à fait de Rhône-Alpes, je ne demande pas d'avoir évidemment une prime de la région, j'ai déjà des sponsors, et on a eu la même chose du jeune coureur cycliste Samuel Dumoulin, qui m'a écrit une lettre très gentille pour me dire, vous savez, moi je suis professionnel, bon, l'aide de la région, donnez-la à ceux qui peut-être la méritent plus que moi, parce qu'ils font des sports moins médiatiques, mais moi je crois à la région et je vais porter les couleurs de la Team Rhône-Alpes. C'est une initiative ponctuelle là, avant les... Non, elle est appelée à se poursuivre, parce qu'il y aura des... Alors, les JO d'hiver me font une bonne transition vers le prochain sujet, qui est la montagne, ce qui se pratique à la montagne. Vous avez, alors d'abord, chose curieuse que je ne savais pas, que je viens d'apprendre, la montagne il recouvre 70% du territoire rhône-alpin, donc c'est énorme, donc plus les 2 tiers. Vous avez lancé en janvier une initiative qui s'appelle Montagne 2040. Alors pourquoi cette initiative et en quoi consiste-t-elle? On a voulu regarder plus loin que évidemment les quelques années de programmation habituelle des crédits, regarder 2040 pour essayer d'imaginer ce que sera la montagne dans 30 ans. 30 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle humaine, mais en même temps, ce sont des transformations considérables. Nous aurons à la rentrée de cette année, à la rentrée 2012, ici, une exposition qui est présentée par le service de l'inventaire. Et cette exposition va être sur l'aménagement des stations de montagne. Et vous regardez, Avoria, c'est 50 ans. Flaine, c'est 50 ans. Bon, vous voyez, on n'est pas si loin non plus. Et le début des sports d'hiver, c'est 100 ans à peine. Chamonix, notamment les premiers Jeux Olympiques d'hiver. Donc il faut réfléchir à ce que sera la montagne d'ici 30 ans. Et nous sommes devant plusieurs défis. Premier, on le connaît, c'est le réchauffement climatique. Vous direz, ça dépend des années. Cette année, la saison a démarré plus tard et elle a été meilleure que l'année d'avant, où elle avait démarré très tôt. Souvenez-vous, il a neigé fin novembre. Puis ensuite, il y a eu plus de neige et les stations ont eu beaucoup de difficultés. On est dans un contexte de réchauffement climatique. On est dans une attente différente des populations vis-à-vis de la montagne, de ceux qui y vont pour les loisirs. Jean-Claude Killy nous disait, au moment où on a fait les championnats du monde de Val d'Isère, moi, j'ai été celui de l'époque des grandes stations, où on déventrait la montagne, où le ski était conquérant. Maintenant, il faut qu'on équilibre les activités de ski, les activités sportives, avec le respect de la nature.